Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur Alsace 20. Nous sommes le jeudi 2 mai et nous sommes ensemble pour une heure riche en actualité. Ce soir, nous allons notamment vous donner des idées de sorties pour ce week-end. Si vous aimez l'histoire, la politique, l'actualité, alors vous pourrez aller au Conseil de l'Europe. Il célèbre ses 70 ans et des portes ouvertes seront organisées dimanche. Nous recevrons donc Estelle Steiner pour en parler. Pour ceux qui aiment les terroirs et l'agriculture, mais tout est compatible ce soir, direction Soufal-Weyersheim où se déroulera Mine Landel Terroir et Saveurs. C'est une sorte de salon de l'agriculture locale et c'est Myriam Joachim et Hélène Muller qui nous rejoindront un peu plus tard dans l'émission. Comme tous les jeudis, Terroir donc, ce sera avec Valérie Zago qui nous emmènera ce soir du côté de Dambar-la-Ville. Et enfin, comme tous les jeudis, Mathieu Champvillard nous fera part de son humeur du jour. Mais tout de suite, place à l'actualité, c'est avec Cécile Motz. Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce jeudi 2 mai. Surveillance renforcée depuis hier en Alsace. L'ennemi numéro 1 jusqu'au 30 novembre, c'est le moustique tigre. Plus d'informations dans ce journal. L'air strasbourgeois est-il de bonne qualité? Pour répondre à cette question, une vingtaine d'habitants de l'Eurométropole de Strasbourg et de Kehl portent quotidiennement des microcapteurs, une expérimentation débutée il y a quelques jours. Et que diriez-vous de faire un geste écolo simple et efficace? Il concerne les bouteilles en verre. L'Alsace tente de relancer la consigne. Un si petit insecte peut faire beaucoup de dégâts. Avec le retour des beaux jours, c'est aussi le retour du moustique. Depuis hier, la saison de surveillance du moustique tigre est lancée. Implanté en Alsace depuis 2015, il n'est pas prêt de s'en aller. Reportage de Fanny Kunz et Romain Hirt. C'est l'ennemi numéro 1 depuis hier en Alsace. Jusqu'au 30 novembre, une surveillance accrue est mise en place pour lutter contre la prolifération du moustique tigre. 51 départements sont concernés en France métropolitaine où l'insecte a été détecté dès 2004. L'Alsace fait partie des zones où le moustique tigre est installé durablement. La question, c'est est-ce qu'on peut l'éliminer, et je pense que ce sera très difficile une fois qu'elle est là. Donc il faut la contrôler et la documenter, c'est-à-dire savoir où il est, pour savoir justement quand est-ce qu'il faut prendre des mesures quand il y a une personne qui est infectée. Et donc ça, on sait que ça peut se passer. Et donc c'est quelque chose qu'on surveille. Et donc nous ici, on est dans un laboratoire du CNRS, et donc les travaux, c'est pour essayer de comprendre comment ces moustiques résistent au virus, parce qu'on sait qu'ils ne transmettent pas tous le virus, de façon à voir si on peut mettre en place à long terme des stratégies pour, à défaut de contrôler le moustique, de contrôler la transmission des virus. Le moustique tigre est surtout présent dans les zones humides, en particulier dans les eaux stagnantes. À Strasbourg, il a élu domicile dans les quartiers nord, en particulier à Schiltigheim, Bischheim et Neudorf. Bien que rarement porteur de maladies dans la région, la vigilance est recommandée. C'est un moustique qui peut être vecteur de certains virus, comme la dengue et le chikungunya en particulier. Mais heureusement, ces virus-là, à l'état naturel, ne sont pas présents en France métropolitaine. Et pour pouvoir être transmis en France métropolitaine, il faut forcément qu'un voyageur ramène avec lui dans son sang le virus. La première détection en Alsace de ce moustique tigre, ça a été très tard dans l'automne 2014. Il est surveillé étroitement par de nombreuses équipes. Et nous avons même mis en place un projet européen, Interreg, avec nos partenaires allemands et nos partenaires suisses, puisque également eux, de l'autre côté de la frontière, ils sont également confrontés à cet insecte. Donc nous nous sommes réunis pour surveiller étroitement ce vecteur dans tout l'espace du Rhin supérieur. Pour aider à identifier l'insecte, un site internet est mis à disposition par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Question santé, toujours, l'air que nous respirons est-il de bonne qualité? À Strasbourg, pour répondre à cette question, des citoyens mesurent eux-mêmes la qualité de l'air à l'aide de microcapteurs. Pendant 6 semaines, ils sont une vingtaine, habitants de l'Eurométropole de Strasbourg et de Kehl. Tous participent à cette expérimentation lancée par Atmo Grand Est. Camille Roland a rencontré l'un d'eux.
Comme tous les matins, Antoine, résident de l'avenue du Rhin, s'apprête à enfourcher son vélo pour ses déplacements quotidiens. Mais depuis une semaine, un curieux objet pend à son cou. Il s'agit d'un microcapteur, objet en plastique prenant la forme d'un petit fantôme qui mesure les concentrations de particules fines. Comme lui, ils sont 21 citoyens à participer à l'expérimentation visionnaire. Le but, mesurer la qualité de l'air dans leur vie quotidienne. Je suis un Strasbourgeois depuis un certain temps, c'est une ville qu'on aime beaucoup. Je pense qu'on est nombreux Strasbourgeois à aimer cette ville. Pour autant, on sait que c'est une ville qui est polluée pour des raisons qui sont à la fois géographiques avec les montagnes, mais aussi quand même d'industrie, de circulation, de chauffage assez importante. Et comme en plus on est riverain de l'avenue du Rhin avec quand même des problématiques de trafic qui sont assez importantes, je trouve qu'il est important que dans le débat politique, on puisse avoir des données objectives qui servent vraiment ensuite à pouvoir prendre des prises de décision. Il y a le penser et la sensation. Oui, forcément, quand on entend ce bruit, quand on sent des vieux diesels à l'odeur âcre, on a tout de suite cette impression d'être agressé en quelque sorte. Après, dans quelle mesure est-ce que c'est dangereux ou uniquement une perception? C'est aussi ce que ces mesures vont pouvoir nous permettre d'établir. 2 à 3 fois par jour, Antoine allume le petit appareil lors de ses trajets à vélo, à pied ou encore sur sa terrasse. Il obtient ainsi les mesures de 3 particules de différentes tailles à des horaires et endroits variés. C'est un appareil qui mesure donc les particules. On l'allume en appuyant ici. Il faut ensuite le connecter à un téléphone. Et une fois la connexion effectuée, on va pouvoir lancer ce qu'on appelle une session. Comme ça se fait en continu avec le GPS allumé, on peut donc par exemple dans cette mesure voir l'évolution du graphique au fur et à mesure de la prise, puisqu'après en se déplaçant forcément les circonstances vont évoluer. Là on voit qu'à proximité de l'avenue du Rhin c'est quand même pas très rigolo. Pour Atmo Grand Est, qui surveille la qualité de l'air dans la région et pilote cette expérimentation, l'idée est de compléter ces données, habituellement recueillies grâce à des stations fixes et d'autres placées sur les tramways. Ainsi, Antoine, comme les autres volontaires, a été choisi selon 3 critères, son lieu d'habitation, son moyen de locomotion et son degré de connaissance sur le sujet. Il y a 2 objectifs dans cette opération. Premièrement, c'est que les citoyens puissent mesurer eux-mêmes et faire sa propre expérience. Effectivement, le deuxième objectif, c'est d'aboutir éventuellement à un changement de comportement, c'est-à-dire à une prise de conscience de la pollution qui m'entoure. Et alors, est-ce que je vais peut-être changer de trajet, ne plus prendre la voiture, utiliser mon vélo et passer par un axe moins fréquenté? Parce qu'il y a toujours 2 aspects concernant la pollution. C'est le fait de protéger les autres, donc de moins polluer soi-même, et le fait de se protéger. Après 6 semaines d'utilisation, les 21 testeurs rendront leur microcapteur le 28 mai et les résultats seront communiqués dans l'été. L'expérimentation, qui implique pour la première fois en Alsace des citoyens, s'inscrit dans le cadre du projet Interreg Atmovision. Cofinancé par l'Union européenne, il prévoit de nombreuses actions à l'échelle du Rhin supérieur sur les questions de l'air, du climat et de l'énergie. Nos voisins allemands en sont adeptes. Dans le reste de la France, elle a totalement disparu. Mais en Alsace, elle résiste et connaît un regain d'intérêt. C'est la consigne, son principe, ramener sa bouteille d'eau ou de bière au supermarché et récupérer un bon d'achat. 25 millions de bouteilles consignées sont vendues chaque année en Alsace. Mais le potentiel de développement est important. 3 entreprises alsaciennes et l'association Zéro Déchet Strasbourg se sont unies pour lancer le réseau Alsace Consigne. Reportage de Camille Roland entre Célestat et Hörfelden. C'est un geste qui avait tendance à se perdre. Mais dans les supermarchés alsaciens, la pratique de la consigne revient peu à peu. 30% des grandes surfaces sont équipées d'une machine à déconsigner. Et ici, à Célestat, elle a ses habitués. Le système ici, il est bien. On met les bouteilles là-dedans. Et puis ça défile. Et puis on reçoit une carte. C'est tout simple. Je préfère ça aux petites bouteilles. Il faut aller chercher le conteneur pour les mettre dedans. Et c'est lourd des fois. C'est pour le recyclage, même chez moi je fais ça régulièrement, le tri du verre, de l'aluminium et compagnie. Donc voilà, je continue à le faire ici aussi. C'est un geste écologique, économique en l'occurrence, vu qu'on récupère quand même un bon d'achat, donc c'est gagnant-gagnant. Ça devrait se développer, oui, sur toutes les marques. Même des consignes sur les bouteilles plastiques, comme en Allemagne, je trouverais ça bien. Une pratique qui a donc la cote chez les Alsaciens. Selon une étude de l'ADEME, 88% des consommateurs trouvent la consigne très utile. Et derrière la machine, le cycle de la bouteille consignée ne fait que commencer.
Les bouteilles sont acheminées directement dans leurs usines de fabrication, comme ici, à la brasserie Météor à Orfelden. Ici, 20 000 bouteilles sortent comme neuves toutes les heures. Nous, on va faire ce qu'on appelle la dépalettisation. On enlève les capsules de surbouchage qui sont éventuellement encore présentes sur les bouteilles. On fait un cycle de lavage qui dure entre 25 minutes et 35 minutes en fonction de la vitesse de la ligne de conditionnement. Ensuite, les bouteilles, une fois lavées, sont vérifiées intégralement par une mireuse avant le remplissage. Et après le remplissage, on fait l'étiquetage, encaissage et elles sont de nouveau disponibles pour le consommateur. Une même bouteille peut être utilisée 20 à 25 fois. L'impact est donc à la fois écologique et économique. À la brasserie Météor, acteur historique de la pratique, les bouteilles consignées représentent la moitié des ventes. Utiliser le verre consigné par rapport au verre perdu permet d'économiser 79% de gaz à effet de serre et 70% d'énergie primaire tant qu'on reste dans un rayon de 300 km. Mais ce qui est le cas en Alsace. La plupart de nos bouteilles sont vendues en Alsace, nous dans un rayon de 300 km autour de la brasserie Météor. Donc déjà ça c'était effectivement très très motivant. Et dans les années qui ont suivi, on a communiqué aussi en magasin pour dire c'est écologique et économique. C'est vrai que les ménages cherchent à faire des économies. Donc on dit finalement la même bière, vous l'avez 20% moins cher simplement parce que vous n'achetez pas la bouteille, vous n'achetez que la bière. Tout ça nous a donné envie de poursuivre. Des atouts qui ont poussé la brasserie, mais aussi les producteurs d'eau Carola et Lisbeth, à travailler avec l'association Zéro Déchet Strasbourg pour lancer le premier réseau Alsace Consigne. Amené à s'agrandir, le réseau espère convaincre d'autres entreprises et associations pour promouvoir et défendre la consigne. Et pour y arriver, différentes actions sont mises en place. On aimerait mettre en place une carte interactive assez rapidement qui permet de repérer l'ensemble des points de vente de la grande distribution mais aussi des dépositaires et qui permettent tout simplement aux usagers de dire ok, quel est le point de vente où je peux me fournir en consigne le plus facilement. On a par exemple aussi les magasins pilotes. Le but c'est vraiment d'accumuler l'ensemble des bonnes pratiques sur la consigne, que ce soit en Alsace mais aussi à l'étranger et de tout mettre dans certains points de vente. Le but c'est que ce soit plus simple, plus agréable, plus visible et de vraiment faciliter du coup la pratique avec une gamme aussi élargie. Armé d'un nouveau logo, Alsace Consigne espère ainsi redonner de la visibilité à la consigne et ainsi faire basculer les comportements de l'usage unique vers la réutilisation des bouteilles. Au lendemain du 1er mai, la contestation sociale se poursuit. Ce matin, ce sont les salariés de PSA Citroën qui ont débrayé dans les concessions strasbourgeoises. La cause, les nouvelles directives nationales concernant la part variable de leur salaire. Les commissions pourraient maintenant dépendre des notes de satisfaction attribuées par les clients. Les vendeurs craignent de perdre jusqu'à 30% de leur rémunération. On écoute l'un d'entre eux au micro de Fanny Kunz. Aujourd'hui, on constate que l'entreprise semble persuadée que la vente, ce n'est plus les vendeurs qui la font, mais c'est plutôt le marketing à travers des leads et d'autres moyens de communication, et que le vendeur n'est là finalement plus que pour rédiger un bon de commande. Ça semble insuffisant pour le constructeur, mais c'est une impasse que d'imaginer ça. C'est beaucoup plus complexe. La vente d'une voiture demande une finesse d'esprit, une intelligence de langage pour convaincre un client dans le monde très concurrentiel dans lequel nous vivons. Donc on ne peut pas accepter aujourd'hui d'être réduit à ce mode de management qui ne veut plus payer le vendeur pour sa tâche première, c'est-à-dire la vente de la voiture. Le débrayage devrait se poursuivre demain. Et autre mouvement à Mulhouse, cette fois-ci, une soixantaine d'urgentistes ont manifesté devant les urgences. Originaires de Mulhouse, d'Alkirch et Saint-Louis, ils dénoncent le risque de fermeture des urgences dans le Sungo, mais aussi le manque de moyens. Un mouvement de plus grande ampleur est prévu le 7 mai au GHR de Mulhouse. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne. Ce sera sans doute l'un des plus beaux tableaux depuis la création du tournoi. L'édition 2019 des internationaux de tennis de Strasbourg multiplie les annonces d'inscription de joueuses prestigieuses. Aujourd'hui, c'est la numéro 8 mondiale, l'américaine Sloane Stephens, qui vient de confirmer sa participation. Vainqueur de l'US Open en 2017, elle est la seconde joueuse du top 10 à figurer dans le tableau, où elle rejoint les 11 joueuses du top 50 déjà annoncées. Rappelons à ce propos que les meilleures joueuses françaises, Caroline Garcia, Pauline Parmentier et Alizé Cornet, seront également présentes. Les internationaux de tennis de Strasbourg seront bien évidemment à suivre sur Alsace 20. Merci Cécile. Et on accueille tout de suite le reste de l'équipe d'Alsace 20. Mathieu Chanvillard et Valérie Zago sont accompagnés de nos invités, Hélène Muller et Myriam Joachim de la commune de Soufel-Weyersheim et Estelle Steiner du Conseil de l'Europe. Tout cela, on en reparle dans quelques instants, mais tout de suite place à la météo, Sada Ribert.
Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Allez, on finit cette semaine dans la joie et la bonne humeur. Parce que côté ciel, ça va être un petit peu compliqué. Il y aura certes quelques petites éclaircies, mais surtout beaucoup de nuages dans le Bas-Rhin. Partout ailleurs, en Alsace, de la pluie. Il en sera de même chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Et un ciel très couvert si vous êtes dans le nord de la Suisse. Les valeurs matinales, il fera doux. 8 degrés dans le col de Saverne. 10 degrés, ce sera la maximale, notamment à Marlenheim. Partout ailleurs en Alsace, 9 degrés. Et il en sera de même aux frontières rhénanes. Votre après-midi, eh bien, quelques rayons de soleil, beaucoup de nuages et les valeurs, ça grimpera pas beaucoup. Regardez, il fera 14 degrés dans le nord du Bas-Rhin, 15 degrés partout ailleurs si vous êtes en Alsace, 14 degrés, on les retrouve cette fois-ci du côté de Bâle et chez nos voisins de la région du Bade-Wurtemberg. Votre début de week-end, eh bien, sous la pluie, et surtout un temps très nuageux si vous êtes dans le nord de la Suisse et les valeurs iront entre 10 et 14 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Jacques, bonne fête. Le soleil se lèvera à 6h06 pour nous dire au revoir à 20h45. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Déconterre, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et notre premier invité ce soir va nous parler des 70 ans du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, il est situé à Strasbourg, avenue de l'Europe, juste en face de l'Orangerie. Et il est souvent mal connu des Strasbourgeois. Alors ce dimanche, il ouvre ses portes et c'est donc l'occasion d'en savoir plus. Et Estelle Steiner, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, à quelques jours des élections européennes, on va peut-être quand même le repréciser, il n'y a rien à voir entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Ce sont deux structures tout à fait différentes. Effectivement, le travail du Conseil de l'Europe, c'est de protéger les droits de l'homme et la démocratie. Le Conseil de l'Europe, c'est en quelque sorte la grande Europe, de l'Islande à la Russie, en passant par la Turquie, à l'exception d'un seul pays, qui est la Biélorussie. Donc effectivement, les deux organisations sont complètement différentes, mais elles travaillent quand même ensemble. Il y a 47 pays, c'est ça ? Il y a 47 pays membres, dont les 28 membres de l'Union européenne. Alors, puisqu'on ne vote pas pour des membres du Conseil de l'Europe, est-ce qu'on peut dire un petit peu qui y siège ? Quel est le rôle de ce Conseil ? Alors, le Conseil de l'Europe joue également un rôle très important pour améliorer les lois en Europe. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup en ce moment des violences faites aux femmes. Eh bien, au Conseil de l'Europe, nous travaillons avec les gouvernements pour proposer des mesures, par exemple pour protéger les victimes, mais également pour renforcer les sanctions à l'égard des auteurs de ces violences et de toute forme de violence, que ce soit la violence physique, le harcèlement, le viol ou encore le mariage forcé. Donc c'est un exemple parmi 1000 de l'action du Conseil de l'Europe. Donc démocratie, droits de l'homme, voilà, ça fait partie des thématiques fortes. Exactement, du Conseil. Démocratie, droits de l'homme et état de droit. Est-ce que les conditions s'améliorent ou est-ce qu'il y a des pays qu'on est obligé de rappeler à l'ordre ? Il faut tirer des oreilles avec, il y a une tendance un peu dans certains pays effectivement parfois où il y a vous tapez sur les doigts de certains pays. Alors le Conseil de l'Europe travaille dans un esprit, on va dire, de coopération et de diplomatie. Ça, c'est du langage diplomatique. Tout à fait. Il est évident que la raison d'être du Conseil de l'Europe reste intacte à ce jour, parce qu'il y a beaucoup de menaces sur la démocratie, avec la montée du populisme. On le voit dans de nombreux pays européens à l'heure actuelle, mais également des menaces sur les droits de l'homme. Alors, on parlait du 70e anniversaire du Conseil de l'Europe, mais on fête également les 60 ans de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la Cour de Strasbourg qui garantit le respect d'un certain nombre de droits. La liberté d'expression, la liberté de la presse qui vous concerne directement, le droit à un procès équitable. Donc, on a cette particularité à Strasbourg d'avoir la Cour qui permet à chaque personne, à vous, à moi, de saisir la Cour en dernier ressort lorsqu'on estime que nos droits n'ont pas été respectés dans notre pays. Et en fait, la Cour offre un dernier recours et c'est ce qui la rend unique au monde.
Alors si vous voulez en savoir plus justement sur ces deux structures, ce sera ce week-end, puisque la Cour européenne des droits de l'homme sera également ouverte dimanche, et c'est très rare ces portes ouvertes, donc il faut en profiter. Donc on le disait, en fait, les 70 ans du Conseil de l'Europe, le bâtiment actuel, le Palais de l'Europe, date de 1977, mais la présence du Conseil à Strasbourg, elle est bien plus ancienne, elle remonte aux origines. On voit peut-être en image justement le traité fondateur du Conseil, il a été signé à Londres le 5 mai 1949, et donc dès le mois d'août, c'est à Strasbourg qu'est venu le Conseil. Alors pourquoi Strasbourg ? Alors Strasbourg, au-delà du fait que c'est une ville magnifique, c'est aussi le symbole de la réconciliation franco-allemande. Et c'est véritablement la raison pour laquelle Strasbourg a été choisi pour accueillir le siège du Conseil de l'Europe. Il y avait une dizaine de membres au début, et donc ils ont grandi avec les années, c'est ça ? Exactement, on a commencé avec 10 pays fondateurs, et au fur et à mesure, notamment après la chute du mur de Berlin, on a également accueilli tous les pays de l'Europe de l'Est. Et c'est véritablement ce qui est unique d'avoir cette coopération, donc ces 47 pays membres, et d'essayer de créer des liens plus étroits entre ces pays. Alors, il y a eu beaucoup de moments forts, forcément, en 70 ans d'histoire, beaucoup de personnalités mondiales qui sont venues à Strasbourg. Est-ce qu'on peut citer justement quelques-uns de ces moments ? Quelques-unes de ces personnes? Alors, on a eu énormément de personnalités. Je commencerai par Mikhaïl Gorbatchev, qui a quand même marqué l'histoire du Conseil de l'Europe. On a eu le pape Jean-Paul II, le pape François. On a eu les dirigeants de quasiment tous les pays européens. Angela Merkel est également venue s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire. Plus récemment, on a eu le président de la République, Emmanuel Macron, qui d'ailleurs est attendu pour fêter les 70 ans du Conseil de l'Europe à l'automne, à Strasbourg. On discute entre États au Conseil de l'Europe. Est-ce que le but, c'est de se faire connaître du grand public? C'est des choses, c'est des valeurs, c'est des messages que vous avez à cœur, à travers ces portes ouvertes par exemple, de marteler, de faire comprendre encore au public l'utilité de ces institutions européennes? Alors évidemment, on travaille beaucoup sur les valeurs. Ce qu'on veut également montrer, c'est qu'il y a une identité européenne commune. Et ces portes ouvertes, justement, sont l'occasion, d'une part, de montrer au grand public à quoi ressemble le bâtiment, où se font ces travaux de manière très concrète. Et puis, vous l'avez dit, le Conseil de l'Europe reste une organisation méconnue. Il fait un travail de fourmi, vraiment un travail de fond, pour changer les lois. Et le grand public pourra découvrir dimanche peut-être aussi des choses qu'il ne connaissait pas. Alors, une chose qu'on ne connaît pas, par exemple, si vous l'aurez peut-être aperçu sur ce plateau avec nous, vous êtes venu accompagné d'un objet particulier. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis venue avec un drapeau européen qui est allé sur la Lune avec Apollo 16. Ça me donne l'occasion de rappeler que le drapeau européen a été créé par le Conseil de l'Europe en 1955. C'est l'un des symboles de l'Europe et il a été repris bien plus tard, 30 ans plus tard, par l'Union européenne. Donc c'est à l'heure actuelle un symbole commun. Et les visiteurs qui viendront dimanche pourront admirer ce drapeau dans une exposition. Il sort assez rarement du Conseil, c'est rare de l'avoir. C'est assez inédit, voilà, pour ne pas dire exceptionnel. Il a plus bougé que nous. Et alors, au-delà de ce drapeau, qu'est-ce qu'on pourra découvrir ce dimanche encore? Alors, au Conseil de l'Europe, les visiteurs pourront, évidemment, ils arriveront dans le hall qui s'ouvre sur ce grand escalier qui les amèneront jusqu'à l'hémicycle où se réunissent les parlementaires, notamment. Et où se sont exprimées toutes les personnalités qu'on a évoquées. Les visiteurs pourront également voir la salle du comité des ministres, qui là aussi est un endroit assez confidentiel. On le devine de l'extérieur, c'est cette partie un petit peu arrondie qui ressort du bâtiment. Et dans la salle du comité des ministres, on pourra entendre les discours de certaines des personnalités qui sont venues s'exprimer. Winston Churchill, mais aussi Emmanuel Macron, Angela Merkel et d'autres personnalités. Et avant ça, on aura cette exposition justement avec quelques objets vintage aussi, et puis des textes d'origine, des textes de convention, ou encore un livre d'or où les personnalités ont signé un petit mot lors de leur passage.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc c'est dimanche de 10h à 18h, les portes ouvertes du Conseil de l'Europe et également de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est assez rare, donc profitez-en. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Et puis tout de suite, vous regardez 24 heures en Alsace et comme tous les jeudis, c'est l'heure de l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard. Il faut toujours regarder ce qui se passe chez ses voisins. Alors pas comme Valérie derrière ses rideaux pour espionner comme ça. Non, non, regarder au sens de regarder ce qui se fait à l'étranger pour s'en inspirer. Parfois il y a des bonnes idées à prendre. Je regardais justement avec un œil très intéressé ce qui s'est passé au Japon là, ces derniers jours. Vous avez vu, ils ont un nouvel empereur, l'Empire du Soleil Levant, enfin nouveau, il n'est pas tout à fait nouveau, 59 ans quand même, il s'appelle Naruhito, il a succédé à son père, c'est lui, qui a abdiqué. C'est très pratique, le pouvoir qui se transmet de père en fils, on parlait de démocratie, tout ça. Non, au Japon c'est beaucoup plus simple, quand on est empereur, la question c'est pas de savoir si le nouvel empereur, le prochain, sera jeune, beau, compétent, honnête, peu importe, non, quand on est empereur, c'est le fils de l'empereur qui devient. C'est beaucoup plus simple, parce que c'est vrai que nous on est en pleine hystérie avant les élections européennes, tout ça, là-bas, non, pas de sondage, pas d'élection, pas de polémique, pas de petites phrases, on prend le fils, c'est le suivant. Ça fait quand même 2679 ans que ça dure. Si, c'est la plus vieille dynastie du monde, record du monde pour les Japonais. Ils ne sont pas encore allés tout au bout du truc, ils ont encore des élections, mais bon, ça donne quelques idées. Autre idée à piquer à des voisins du côté des États-Unis de l'inénarrable Donald Trump avec cette décision qui est passée en Floride, c'était hier. Le Parlement local a adopté un texte autorisant les enseignants à porter une arme à feu en classe. Si, je trouve ça incroyable. J'ai cru que c'était une blague au début, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. C'est ce qui m'a choqué, ce qui est vraiment scandaleux, c'est d'avoir fait ça le 1er mai. Genre prendre une décision pareille le jour de la fête du travail au mépris de la fête des travailleurs. Non, ça va pas du tout. Non, l'idée par contre d'armer les profs fait débat, pourquoi pas après tout. Ça peut surprendre. Bon, eux, leur argument, c'est pour qu'ils puissent se défendre, parce que en cas d'agression dans les classes. Alors bon, agression aux États-Unis, c'est pas comme en France. Agression aux États-Unis, c'est un élève en difficulté qui rentre dans la classe avec une mitrailleuse et qui tire sur tout le monde. Bon, comme ça s'est passé encore, pas plus tard qu'avant-hier, mardi après-midi, en Caroline du Nord. Mais donc, si le prof est armé, eux, leur idée, c'est que il peut du coup dégainer, riposter, abattre le tireur et sauver ses élèves. Et le prof peut reprendre son cours de maths tranquillement. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Rangez vos cahiers, débarrassez le cadavre, à demain les enfants. Bon, force est de constater qu'il y a certains avantages. Déjà, au niveau du respect pour les profs. C'est vrai que nous, il y a tous des profs, on se moquait un petit peu d'eux, beaucoup, plus ou moins ouvertement. Ils auraient eu un 9 mm à la ceinture, on aurait un peu moins fait les malins. Et puis en cours, on peut faire plein de choses différentes. Un prof qui porte une arme, en physique par exemple, on peut calculer, tirer un coup de feu à travers la classe, calculer l'énergie cinétique de la balle, qui est fonction de sa masse et de la vitesse. À la récré, dans la cour, les gamins peuvent jouer à des nouveaux jeux très amusants. La roulette russe, par exemple, très rigolo. Et en maths, on peut imaginer des problèmes très rigolos, sachant que le Beretta de la maîtresse contient 12 cartouches. Combien faut-il de chargeurs à la maîtresse pour faire le silence total et définitif dans sa salle de classe ? Oui, parce qu'en fait, c'est ça qui est inquiétant. Genre, si vous commencez à mettre des armes dans les mains de tous les profs, ils sont déjà surmenés, sous-payés. S'ils se font provoquer par une bande de morveux, c'est fini, les coups de règle sur les doigts, ça va finir en carton. Et puis du coup, dans 10 ans, les mêmes élus proposeront d'armer les élèves pour qu'ils puissent se défendre, au cas échéant, contre les professeurs qui pètent les plombs. Comme dans beaucoup de domaines, parfois le remède est pire que le mal. Merci beaucoup Mathieu. Et on vous retrouve dans quelques instants, vous restez avec nous. Et après la pause, on retrouvera également Valérie Zago qui nous parlera des terroirs. Et puis on partira à Souffelweyersheim pour parler du salon des terroirs et saveurs qui se tiendra ce week-end. Ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite. De retour sur le plateau d'Alsace 20. Alors ce soir, on vous a proposé donc 2 idées sorties pour ce week-end. La première, c'était les portes ouvertes du Conseil de l'Europe. Et puis la deuxième, ça se passe samedi et dimanche à Souffelweyersheim. C'est le salon de terroir, d'agriculture, Minlandl, terroir et saveurs. Donc voilà, c'est son nom. Pour en parler, nous recevons Hélène Muller et Myriam Joachim. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc vous êtes toutes les deux adjointes au maire de Souffelweyersheim et membres de l'OMALT qui co-organise ce salon. On va en reparler dans quelques instants. Alors, pourquoi, tout simplement, un salon de l'agriculture à Souffelweyersheim ? Je vais répondre, puisque l'idée, j'en suis responsable, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a quelques années, on va dire, le premier salon a eu lieu notre salon a eu lieu en 2017, et l'année d'avant, il me semble, c'est en 2016, je suis allée au salon de l'agriculture à Paris, avec mon petit-fils. Et en rentrant, je me suis dit, pourquoi pas reproduire, mais en tout petit, la même chose à Souffelweyersheim.
On va détrôner Paris. On va essayer de détrôner Paris. Voilà, on est à peu près sur la même surface. Bon, en tout cas, je crois qu'il y a eu un beau succès pour cette première édition. On en voit quelques images. Oui, tout à fait. On a eu la météo qui était de la partie. Et le fait de présenter des animaux de la ferme, qui sont normalement des animaux connus par tous, on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants ne les connaissaient pas du tout. Et les familles sont venues vraiment très nombreuses avec les enfants pour leur présenter ces petits animaux qui sont adorables. Alors justement, on trouve quoi à ce salon ? Une mini-ferme. C'est l'association Animescence de Albé qui va venir se déplacer pour nous rapporter des petits cochons, peut-être un petit poney, voilà, des petites choses. Et puis on a aussi une association avicole de Olungen qui viendra, alors là, plus avec les animaux vraiment de la ferme, les lapins, les pigeons, les poules. Tout ce qui est volatile. Voilà, tout ce qui est volatile. Est-ce qu'il y a un passé un peu agricole à Souffel ? Aujourd'hui, c'est une grosse commune dans l'Eurométropole de Strasbourg, mais est-ce qu'il y avait avant des agriculteurs ? Est-ce qu'il y en a toujours quelques-uns ? Il y en avait même beaucoup. C'était un village très riche par rapport aux terres agricoles et aux fermes. Il pouvait y avoir jusqu'à 20, 30 agriculteurs à certaines époques. On est passé petit à petit à bien moins que 10 pour n'en avoir finalement plus qu'un qui est encore un petit peu en activité sur la commune. C'est une manière de renouer aussi avec ce passé agricole. Vous parliez des enfants, enfin voilà, c'est aussi montrer aux enfants ce qui était la vie dans ce genre de commune, périurbaine, comme il y en a plein en Alsace, il y a encore 30 ou 40 ans. Oui, on a toujours l'impression que les enfants y savent. Qui connaissent les animaux, mais c'est vrai qu'on est très surpris. Alors moi, je suis en plus enseignante en classe maternelle et je peux vous dire qu'effectivement, on peut être vraiment très surpris du peu de connaissances qu'ils ont des animaux que nous avons l'habitude de côtoyer petits. Alors il y aura les animaux pour les enfants et puis il y a aussi des activités, qu'est-ce que j'ai vu, bourse aux plantes, rempotage, ça c'est un peu plus pour les adultes. Alors, le rempotage c'est une habitude qu'on a prise depuis bien... ça doit faire 10 ans facilement. Donc ça, on le fait systématiquement chaque année. Et lors du salon de l'agriculture, notre salon de l'agriculture, on l'associe. Donc là, les gens viennent avec leur bac à plantes, leur jardinière, et puis on leur remplit. Ils achètent les géraniums et ils choisissent leurs plantes. En ce qui concerne la bourse aux plants qu'on fait aussi, ce sont des particuliers qui viennent parler un peu de leurs plantes, de leur passion. On a, qu'est-ce qu'on a encore ? On a effectivement un horticulteur qui vient exposer certains de ses ouvrages. On a les promenades à poney. Donc ça, c'est effectivement toujours en rapport avec l'animal. Donc ça, c'est l'association des Séquaniels, qui est un centre équestre à Yetasviller. C'est un centre un petit peu spécial, puisqu'il s'occupe il a une section pour des personnes handicapées, donc qu'elles soient moteurs ou mentales. Il y a des accompagnateurs et les chevaux sont tout à fait préparés à cela. Donc c'est un petit plus. Est-ce qu'on trouve facilement des exposants pour faire venir quand vous sollicitez les agriculteurs, les associations, quand vous leur dites on fait un salon à Souffel-Weiersheim, c'est facile de les attirer ou ils sont aussi dans la démarche de vouloir se montrer ou c'est compliqué ? Alors les associations sont partantes immédiatement. Les producteurs, puisque c'était un peu le but de notre démarche, c'est de revenir à ce fameux circuit court qu'on recherche tous un petit peu. Mais le problème, c'est que très souvent, ce sont des petits producteurs et qui n'ont pas assez de personnes pour les répartir encore sur un salon. Parce que ça se prépare, il faut de la marchandise, il faut du monde qui puisse venir être disponible sur le week-end. Et ce n'est pas toujours facile, ça, effectivement. Et on parlait avant pour les enfants du fait de leur rappeler un petit peu ce qu'était la vie dans ces villages. Pour les adultes aussi, c'est une façon de recréer du lien dans une commune, de faire vivre un petit peu la ville, de faire se croiser les gens. Oui, puis là, on a toute une équipe de bénévoles effectivement qui travaillent d'une manière acharnée à la réussite de cette manifestation. Ça fait plusieurs mois qu'on se rencontre régulièrement et tout ce lien qu'on crée entre nous, on cherche effectivement à le partager avec les habitants et on espère qu'ils répondront nombreux à l'invitation. Et puis un dernier mot aussi pour le circuit court. Je crois qu'il y aura aussi des possibilités de restauration. Enfin là aussi, vous avez mis en avant beaucoup de producteurs locaux pour les boissons, la nourriture. Tout à fait. Alors au niveau de la boisson, déjà on aura une brasserie artisanale qui vient de Saverne, de la région de Saverne.
Donc nous, on servira cette bière-là, évidemment. Pour ce qui est de la restauration, alors là, il y aura naturellement de quoi faire. Nous avons des sangliers à la broche qui sont prévus pour samedi soir. Je pense qu'il y en aura encore pour dimanche à midi. Donc si les gens veulent venir, on avait prévu de les faire sur réservation. Mais là, je pense que ça va être open bar, il n'y a pas de souci. Effectivement, donc il y aura des terres flambées, il y aura des crêpes, il y aura des knacks, il y aura des saucisses. Enfin, il y aura... voilà. Il y a vraiment le cas. On voyait les cochons sur l'affiche, mais ils ne savaient pas encore qu'ils allaient finir à la broche. Non, de toute façon, ceux-là, ils resteront tranquilles. Et puis, non, ce ne sont pas ceux-là. D'accord. Oui, ça a l'air très bien. Il y en a pour tout le monde. Eh ben merci, en tout cas, vous restez avec nous, on en reparlera dans quelques instants, mais donc le salon Minlandel, Terroir et Saveur, donc samedi 4 et dimanche 5 mai à Souffelweyersheim. Et puis c'est un salon qui s'inscrit aussi, je crois, dans le cadre des 48 heures de l'agriculture qui vont se tenir à Strasbourg et dans l'Eurométropole de Strasbourg tout le week-end. On reste dans les terroirs, cette fois-ci, on part du côté des vignobles, notamment avec Valérie Zago. Au sommaire, Grand Cru Frankenstein, le domaine Bec-Hardweg, un petit objet très pratique et pour finir, mon coup de cœur, direction la Bourgogne pour un Saint-Aubin rouge. Mais avant cela, on part à Dambar-la-Ville. Exactement, pour le Grand Cru Frankenstein, qui s'étale sur 56 hectares environ. Il a 2 particularités. La première, c'est que c'est le seul Grand Cru à être délimité sur 4 coteaux, dont le fameux Frankenstein qui a donné le nom au Grand Cru. Et la deuxième particularité, c'est d'avoir un sol granitique, mais également un sous-sol granitique. C'est un 100% granitique et ça aussi, c'est une rareté. Et alors, c'est-à-dire, du coup, c'est des sols qui sont légers? Oui. Exactement, même très légers, peu profonds, avec, ils sont également pauvres en éléments organiques, mais riche en éléments minéraux dus au granit. Par contre, c'est un sol qui est extrêmement léger, certes, mais qui nécessite que la vigne travaille en profondeur pour aller chercher ces éléments minéraux. Donc, elle va traverser les fissures de la roche-mère. Pas facile, voilà. Et c'est des vins qu'on garde? Alors, potentiel de garde très important, mais on commence à les apprécier dès la 3e année, puisque le terroir va commencer à s'exprimer. Maintenant, tous les professionnels vous diront qu'un Frankenstein, ça se boit à son apogée 15 ans. Il faut être un peu patient quand même. Alors, on a compris, ils sont bons, mais vous avez forcément une préférence, un petit coup de cœur à nous faire partager? Voilà, un petit coup de cœur sur 2 cépages, donc plutôt le Riesling, parce que ça donne des vins qui sont très droits, avec une pureté cristalline, avec une belle salinité. Et également les Gewürztraminer, puisqu'ils, même avec des belles maturités, conservent énormément de finesse et d'élégance, avec une acidité qui est très fine. Et alors, le producteur ou le domaine à nous faire connaître ce soir, à partager avec nous, alors, le domaine, c'est le domaine Bec-Hardweg, qui se trouve également sur la commune de Dambar-la-Ville. On a rencontré Florian, on regarde. Le Grand Cru Frankenstein, c'est des vins d'élégance et de pureté, donc ils vont aller avec des plats notamment de poissons de rivière, assaisonnés très finement, avec des sauces très fines au citron, pour aller bien avec la pureté de la minéralité de ce sol granitique. On a encore en cave du vin de 1911 dont on a dégusté un exemplaire il y a 1 an à peu près, et il se goûtait encore avec une très belle minéralité, une acidité très fraîche, très vive, bien représentative de nos terroirs granitiques. Notamment Julien Guillot des Clos du Vigne du Maine, qui travaille sur des très beaux terroirs aussi historiques et qui fait des vins pleins de personnalité. Difficile de partir de ces terroirs auxquels on tient beaucoup, mais les régions de Barbaresco et Barolo en Italie me plaisent beaucoup, avec aussi des beaux terroirs, des très grands terroirs qui produisent des vins de garde. Alors, retour en plateau avec mon moment préféré, l'objet de la semaine. Alors, qu'est-ce que vous tenez dans les mains, Valérie? Alors, c'est une petite plaque en caoutchouc avec ça, des vagues, vous avez vu, de couleur rouge. Voilà. Donc, voilà. À votre avis, à quoi sert cette petite plaque? Vous avez le droit de vous exprimer, mesdames. C'est en rapport avec la bouteille, forcément. Alors, c'est en rapport avec le vin, parce que des fois, je présente des objets en rapport avec la gastronomie. Allez-y, je vous en prie. Est-ce que c'est souple? C'est souple, mais c'est pas l'objet en question c'est pas sa souplesse qui fait l'utilité de l'objet. Ça a toujours existé, toujours été utilisé par les vignerons? Alors, c'est pas du tout utilisé par les vignerons. Pas par les vignerons. Mais c'est relativement récent. Par les consommateurs? Plutôt pour les consommateurs. On y fait proposer quelque chose. Alors, exactement, allez, je vais vous aider. En fait, pour rafraîchir le vin, moi, je préfère les seaux à glace et les rafraîchisseurs, dans toute logique. Mais on a tous, à un moment donné,
privilégier le frigo. On triche. Ah, on triche pour accélérer le processus de rafraîchissement. Non, mais limite. Hein. Et en fait, c'est un repose-bouteille pour les frigos. Ça évite que la fameuse bouteille glisse. Hein, voilà, donc plutôt malin, il fallait y penser. Voilà, très pratique. Et ça prend pas de place. Et alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus du coup cette semaine? Du coup, pas celle-ci, parce que déjà c'est un rouge. Hein. On est sur un Saint-Aubin. Les rouges au frigo? Non, mais pas les rouges au frigo, parce que là, par contre, je peux taper. Donc là, c'est un premier cru. Donc l'appellation, c'est Saint-Aubin, une appellation peu connue qui se trouve à côté d'une autre appellation peut-être un peu plus connue qui est Centenay. Donc on est au sud de la côte de Beaune, limite côte chalonnaise, 100% pinot noir. Le Saint-Aubin existe en village et en premier cru, pas de grand cru, en rouge et en blanc. Là, vous êtes sur la maison Vincent Prunier, on est sur un 2016, millésime relativement récent. Une très belle expression au niveau du fruit, hein, au niveau du nez, un nez complexe hein, et fruité sur des arômes de cerise noire, de cassis, hein, légèrement sur la réglisse, hein, des notes un peu de menthol, hein, cacaoté, un peu d'épices sur le poivre et une finale avec du romarin. En bouche, hein, c'est un vin qui est très souple, qui est extrêmement délicat, une grande finesse, hein, de la matière. On peut même passer à côté de ce grand vin tellement qu'il est délicat. Sauf que la matière, elle est juste ce qu'il faut, potentiel de garde remarquable. Il ne faut pas l'ouvrir avant ses 5 ans. C'est dommage, hein, même en carafan. Il faut l'attendre. Très joli Saint-Aubin, rapport qualité-prix indéniable hein, pour un très joli vin de la Bourgogne. Voilà. Merci beaucoup Valérie. On retrouve évidemment toutes ces informations sur votre site, le site apicurien.fr et puis on vous retrouve dans une semaine voilà, pour de nouveaux coups de cœur. Il nous reste une petite minute avec chacun de nos invités. On le disait donc 2 choses à découvrir ce week-end. D'abord le Conseil de l'Europe, les 70 ans. Alors j'ai vu un truc qui m'a attiré l'œil parmi ces portes ouvertes. Il y a même un bureau de poste dans le Conseil de l'Europe, c'est ça, qui va émettre un timbre spécial. Alors venez avec votre courrier dimanche, puisque vous serez en mesure d'affranchir votre courrier avec 2 timbres de service, enfin 2, un pour le Conseil de l'Europe et un pour la Cour européenne des droits de l'homme. Et le courrier ne pourra être envoyé que depuis le bureau de poste du Conseil de l'Europe. Donc avis aux collectionneurs. Exactement. Voilà. Un dernier mot encore, un moment à pas rater pour ce dimanche. Alors il y aura beaucoup d'animations, y compris pour les familles, des jeux de piste qui seront organisés à l'intérieur du bâtiment. Il y aura aussi quelques petits cadeaux qui seront donnés aux visiteurs. Donc on a hâte de partager ce moment et cet anniversaire avec les Strasbourgeois et toutes les personnes qui viendront nous voir d'un peu plus loin. Portes ouvertes de 10h à 18h dimanche au Conseil de l'Europe et à la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis en même temps, et puis samedi déjà, ce sera à Soufel-Weiersheim que ça se passe. Alors en dernier mot, pareil, un moment à pas rater, un esprit à avoir en tête. On a oublié d'en parler tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi le spectacle de Jean-Pierre Albrecht le samedi soir à 20h30. Donc alors pareil, une soirée à ne pas rater. Alors le Millennium sera donc ouvert le samedi de 14h à 19h, mais on enchaîne avec ce spectacle. Et le dimanche de 10h à 18h, toute la journée non-stop, on sera là, on vous attend. Et tout c'est gratuit, Conseil de l'Europe. Tout est gratuit. Oui. Voilà, c'était le conseil du soir d'Alsace 20. Merci Mathieu, merci. On peut aller au basket à Soufel-Weiersheim. Enfin non, on peut plus y aller parce que c'est guichet fermé. Il y a le match de la montée pour les basketteurs du VCS qui jouent juste dans la salle d'à côté samedi soir contre Le Havre. On va monter en Pro B, mais je crois que c'est complet. Mettez les baskets pour y accéder, il n'y aura pas de parking. Gros week-end à Soufel alors. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'émission touche à sa fin. Tout de suite, vous pouvez retrouver le magazine de la Cibar. C'est le rendez-vous du logement et de l'habitat. Et nous, on se retrouve demain. Très bonne soirée sur Alsace 20. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre Mac du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar, la société immobilière du Bas-Rhin. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Lauterbourg, un peu plus dans le nord que d'habitude, et nous allons faire le portrait de Norbert. Il est agent d'entretien ici et nous allons le découvrir tout de suite. Venez avec moi. Bonjour Norbert. Bonjour Fanny. Merci de nous accueillir ici à Lauterbourg pour une première. Vous êtes les bienvenus à Lauterbourg. C'est gentil. Donc du coup vous êtes, je le rappelle, agent d'entretien, c'est ça? Exactement.
Mais pas que. Mais pas que. Alors vous vous occupez essentiellement de Lauterbourg ou vous avez une autre ceinture sur laquelle vous travaillez? De 3 sites principaux, Lauterbourg, Bischwiller et Haguenau, mais j'interviens ponctuellement sur d'autres sites. D'accord, donc c'est assez vaste en fait pour vous tout seul. Exactement. Pour comprendre en fait quel est votre métier, agent d'entretien, c'est pas forcément le nettoyage, les espaces verts et autres. Exactement. C'est quoi exactement? Disons que j'interviens aussi pour des états des lieux, d'entrée et de sortie. D'accord. Je règle les petits PL qui sont à ma portée, quoi. Les plaintes locatives. Les plaintes locatives, changer un robinet, remettre un volet en place. Et donc au fur et à mesure, en fait, vous êtes arrivé à la Cibar, vous me disiez avant, il y a 4 ans. Exactement. Et comment ça s'est fait? Comment est-ce que vous êtes arrivé à la Cibar? J'étais locataire Cibar et j'ai mon garage qui est à côté de l'ancien concierge. D'accord. Qui m'a dit qu'il avait fait part de son idée de partir en retraite. Donc j'ai envoyé mon CV à la Cibar qui m'a contacté. Et puis voilà, maintenant, de fil en aiguille, je suis là depuis 4 ans. C'est rigolo, en fait, vous étiez locataire et vous êtes maintenant ici, justement. Vous vous occupez du site. Exactement. Donc, en fait, au final, c'est assez pratique parce que vous connaissiez déjà le terrain, vous connaissez en fait même les locataires. Justement, 90% des locataires, je les connais tous. D'accord. Alors justement, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites au quotidien, quelles sont les tâches qui vous incombent ici ou même sur d'autres sites? Disons, sur Lauterbourg, je m'occupe de la tonte. Je m'occupe de sortir les bacs poubelles et je m'occupe de nettoyer les sas. Donc, et après, sur Haguenau et Bischwiller, je m'occupe de la propreté à l'extérieur des sites. Et puis, comme dit, j'interviens sur des PL plus ou moins importants sur lesquels je peux intervenir. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, donc vous disiez, vous vous occupez de Lauterbourg, Bischwiller, ce sont les mêmes types de logements, ce sont les mêmes types en fait de lieux, de locataires Non, disons, c'est assez varié, quoi. On a des jeunes locataires et puis des plus anciens. Et on a des maisons individuelles qu'on pourra voir sur Lauterbourg. Ouais. On a, comme ici, des appartements qui vont du T2 au T5, au T6, même à Bischwiller. Parce qu'en fait, il y a une mixité sociale ici à Lauterbourg, pardon, et notamment aussi sur des maisons individuelles un peu plus récentes qui sont à l'entrée de Lauterbourg, vous disiez. Bon, là-bas, c'est plus des jeunes couples, quoi, avec des enfants, enfin des familles avec des jeunes enfants. D'accord. Et par contre, sur les sites ici, on a des personnes âgées. Ici, il y a plus de la mixité, quoi. On a des jeunes locataires qui ont une vingtaine d'années et puis des plus anciens qui ont autour de 70 ans, quoi. Comment est-ce que vous gérez ce genre de site? Comment ça se passe en fait? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'il y a des tâches qui sont complexes? Est-ce que, je ne sais pas moi, pour vous, faire des états des lieux, c'est quelque chose d'évident? Vous aviez envie de le faire? Justement, j'avais demandé à pouvoir les faire, quoi. D'accord. Parce que c'est comme des postes où on peut évoluer. Et puis voir justement les personnes. J'aime bien le contact avec les gens. Et puis c'est toujours bien de faire plusieurs choses, quoi, de varier. Mes journées ne sont jamais les mêmes. Je peux faire de la tonte, comme dit, je peux faire du nettoyage. Après, j'ai du contact, faire visiter un logement. Je peux faire plein de choses dans une semaine, quoi. C'est ce qui rend mon métier intéressant, quoi. Pour ce genre de métier, qu'est-ce qu'il faut avoir comme fibre? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Faut déjà avoir envie de travailler parce que c'est assez physique, quoi. Oui, et il y a des kilomètres à faire aussi. Et justement, quand je fais des tontes, je fais une dizaine de kilomètres derrière la tondeuse, quoi. Et puis après, il faut avoir la fibre avec les locataires, quoi. Parce qu'il y en a on va pas se cacher que des fois c'est un peu... C'est pas évident. C'est pas évident parce que les gens ils veulent qu'on vienne tout de suite, quoi. Et puis des fois on peut pas venir. Et puis des fois on demande à des entreprises de venir qui ont un planning à respecter. Il y a une urgence à respecter. Et justement, après comme dit, dans l'urgence on intervient tout de suite, quoi. Mais après il y a d'autres choses qui sont moins urgentes, donc on va attendre... on ira que le reste soit déjà réalisé. Exactement. On règle d'abord l'urgence et après si c'est pas urgent, on vient dans la semaine, quoi. Donc du coup une organisation. Qu'est-ce qu'il faut encore avoir comme autre qualité? Peut-être, je sais pas moi, une fibre un peu plus humaine pour être avec les locataires. De toute façon, quand on est dans du collectif, qu'on est prêt, enfin qu'on est amené à rencontrer des gens, il faut être positif, quoi, et puis aimer les gens, quoi. Si on n'aime pas les gens, on ne fait pas ce métier, quoi. Enfin, c'est ce que je me dis, quoi. Alors votre métier, est-ce qu'il est voué à évoluer ou est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît et vous avez envie de continuer ça pendant plusieurs années? Mais disons, moi, comme dit, quoi, le travail que je fais est varié, mais j'aimerais m'occuper plus d'état des lieux et puis faire venir les entreprises, choisir les entreprises pour régler les soucis qu'on a, quoi. D'accord. Suivant les états des lieux, suivant ce qu'il y a à faire, quoi. Donc il y a une évolution possible en fait dans ce métier. Justement, oui. C'est ce que j'aimerais, quoi. D'accord. En tout cas, merci Norbert d'avoir partagé votre métier avec nous. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et puis quant à nous, on va se dire à la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode du magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Au revoir Norbert. Au revoir.